Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans On se dit tout. Alors une phrase qui revient régulièrement chez les parents, mais aussi en milieu scolaire, un peu, beaucoup, énormément. Mon enfant ou votre enfant n'arrive pas à se concentrer. Mais justement, la concentration, qu'est-ce que c'est au juste? Quand parle-t-on de problèmes de concentration? Comment améliorer la concentration de l'enfant et favoriser ses capacités d'apprentissage? Les détails et les explications dans un instant. Et puis ensuite, notre interview santé sera consacrée à la santé, au bien-être du pied avec Madame Mouna Ben Martar. Elle est podologue. A tout de suite pour les détails. Mon enfant a des problèmes de concentration. C'est notre sujet du jour aujourd'hui avec vous, Madame Khaoula Boujenfiyaslaoui. Désolée d'écorcher le nom. Ça a été, c'est bien oui, ça? Très bien. Vous êtes orthophoniste. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Rita Alami, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Et puis Mamoun Bakali Hassani, vous êtes psychomotricien. Merci beaucoup d'être là pour cette thématique. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, pour commencer, on va faire un tour de table à travers la spécialité de chacun pour essayer de définir ce que c'est que la concentration. Quand on entend cet enfant ne se concentre pas, qu'est-ce que ça veut dire, Rita Alami? D'accord. Alors en fait, on va plus parler d'attention pour arriver à la concentration. Alors l'attention, c'est une des grandes fonctions cognitives de notre cerveau qui nous permet de nous adapter à notre environnement. En fait, c'est une mobilisation des ressources cognitives qui permet à l'individu de centrer son intérêt à un moment précis vers un point précis pour améliorer ses compétences, notamment les compétences de mémorisation. Alors, si j'ai bien compris, l'attention, c'est la porte d'entrée à la concentration? Alors, quand on parle d'attention, à l'intérieur de l'attention, on a la concentration que les parents connaissent. Mon enfant ne se concentre pas. Mais on a aussi, au moment de la concentration, la focalisation, c'est-à-dire le fait de se centrer sur un point précis et d'omettre tous les inhibiteurs, les distracteurs qui sont autour, mais aussi toute la réactivité et l'éveil important au moment de la concentration. Alors, tout est imbriqué, on va le voir au fur et à mesure. Parce qu'en plus de ça, quand on parle, on dit aux enfants, mais fais attention, concentre-toi. Alors justement, c'est-à-dire quand on dit ça à un enfant et même à un adolescent, en fait, on lui parle avec une langue qu'il ne comprend pas. Ce n'est pas un bouton sur lequel on va appuyer pour se concentrer. C'est un peu plus complexe que ça. Eh bien, on va y aller petit à petit. Et justement, pour l'orthophoniste, Khaoula, je vais me limiter au prénom, si vous le permettez. Khaoula Boujenfiyaslaoui. Pour l'orthophoniste que vous êtes, la concentration, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc en orthophonie, la concentration est plutôt sollicitée au moment de l'apprentissage du langage oral et du langage écrit. C'est-à-dire, pour apprendre à parler, un enfant doit disposer de facultés attentionnelles saines pour apprendre les mots, les phrases, les constructions syntaxiques plus élaborées. Par la suite, dans une étape avancée, c'est l'apprentissage du langage écrit. Donc, l'apprentissage en lui-même passe par des étapes. La première étape est la phase attentionnelle. Donc, avant de passer à la phase de mémorisation, il faudrait absolument que l'enfant soit attentionné, soit concentré. Donc, pour mémoriser l'information en rapport avec le langage écrit, tout ce qui est lettres, mots et textes écrits. Ok, mais justement, en général, quand on parle de problèmes de concentration, on a l'impression que c'est juste le psychologue qui prend ça en charge, alors qu'il y a le psychologue, il y a l'orthophoniste et il y a aussi le psychomotricien également, ou la psychomotricienne. Oui. Là, on a avec nous Mamoun Bakali Hassani, vous êtes psychomotricien. Et pour vous, dans votre spécialité, la concentration, ça veut dire quoi? Alors, ça se résumerait à être un ensemble de facultés mentales et physiques. Nous, on rajoute ce versant-là physique qui est pour nous important. Parce qu'il y a, la motricité, il y a le mouvement derrière. Donc, on essaye justement d'avoir toutes ces facultés à un moment donné, à les mettre dans un entonnoir et aller dans un seul sens. Et donc, le processus en lui-même, il suit un projet donné. Il faut savoir pourquoi je vais me concentrer, sur quoi, quels sont les canaux que je vais utiliser et surtout, quelle est la finalité de ce projet-là. Alors, quand on vous entend parler, on le comprend, c'est un processus qui fait interagir plusieurs mécanismes. Chez certains, c'est tout à fait naturel. On n'y pense même pas. Mais pour d'autres, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que cette concentration se construit? Ou bien c'est inné? On est avec un processus en nous? Alors, tout à fait. En fait, elle se construit. Et c'est d'où l'intérêt, en fait, de comprendre cette construction, c'est de pouvoir
aider l'enfant et l'adulte plus tard. Il faut comprendre que le bébé, déjà à la naissance, je vous dirais à peu près de 0 jusqu'au 3e mois, il a déjà une attention active. En fait, il observe sa maman et à travers l'échange, le regard, les petits sourires, les paroles de sa maman, il commence déjà à avoir ce qu'on appelle un éveil attentionnel. Okay. Alors, pendant ces premiers mois de vie, la présence affective de la maman est très importante. Quand je dis maman, c'est maman substitut maternelle, c'est-à-dire la personne qui s'occupe de l'enfant doit pouvoir être dans l'échange, pas uniquement changer et nourrir un enfant, mais sourire avec cet enfant, le porter, voilà, qui est un échange et c'est vraiment très très important. Ensuite, à partir du 3e mois à peu près, l'enfant commence déjà à observer sa maman, mais différemment. C'est-à-dire qu'il va sentir si elle répond à ses besoins ou pas. C'est-à-dire il va sourire, il va voir est-ce que sa maman va sourire en même temps ou pas. Et là, justement, il faudrait que la réponse, de 3 jusqu'à 6 mois, il faudrait que la réponse soit immédiate pour que l'enfant puisse comprendre et faire un espèce de lien entre la réponse de sa maman et ses propres comportements à lui. Il construit en fait des patterns. Il construit des patterns. Et là, justement, quand on a des troubles d'attachement, quand on a des difficultés d'attachement, on en parlera tout à l'heure, les enfants, déjà à ce niveau-là, ils commencent à avoir du mal. Ils sont démotivés, ils n'ont plus envie de faire d'efforts. C'est-à-dire que l'enfant va... en 3 et 6 mois, l'enfant il va sourire 1 fois, 2 fois, 3 fois, des petites vocalises. S'il remarque qu'il y a un échange, l'enfant va à son tour être dans le développement des capacités attentionnelles parce qu'il fournira encore plus d'efforts. D'accord. Mais si la maman, pour une raison ou une autre, elle ne répond pas présente à ces gestes-là, l'enfant se démotive et il fait de moins en moins justement... Mais alors justement, Rita Alami, par exemple, quand on entend des spécialistes dire quand le bébé pleure, laissez-le pleurer. C'est des caprices. Ne réagissez pas. Pour vous, vrai ou faux? Il y a les deux dans ce que vous dites. Ça dépend de l'âge du bébé. Et ça dépend de 3 et 6 mois, justement. Par rapport à cette... Entre 3 et 6 mois, laisser le bébé pleurer, non. Par contre, à partir du 7e mois, oui. Parce qu'il faut introduire la frustration dans l'éducation qu'on donne à l'enfant. Ne pas le laisser que dans le plaisir. Mais ce moment d'attente, le moment où le bébé pleure, il doit durer quelques minutes. Allez, on va aller jusqu'à 10 minutes. Il ne faut pas le laisser pleurer tout seul dans sa chambre toute la nuit. Ça, c'est des choses qu'on voit. Parce que là, en fait, l'enfant se sent rejeté. Il développe ce qu'on appelle, nous, un attachement anxieux. Et on le voit à l'école. Arrivé au CP, c'est un enfant extrêmement distrait. Donc, quand vous dites ça se construit, ça commence à 3 mois. Ça commence à 3 mois, effectivement, et ça se construit. Par exemple, quand on arrive au 6e mois, l'enfant développe ce qu'on appelle l'attention conjointe. Alors, c'est quoi? Comme il a une communication un peu plus élaborée, il apprend à pointer avec le doigt et il apprend surtout à orienter le regard de la maman vers l'objet que lui, il veut. Et à ce moment-là, en fait, c'est souvent une relation dyadique, c'est-à-dire c'est ou lui et sa maman, ou lui et l'objet, le nounours par exemple. Donc il apprend en fait à se concentrer avec la première personne qui est la plus proche de lui, sa maman, ou avec un de ses jouets. D'où l'intérêt justement de donner des petits jeux et jouets aux enfants. Et entre 6, je vous dirais, et 9 mois, à peu près, c'est toujours approximatif, là on rentre dans la relation triadique. Donc ce n'est plus moi et maman ou moi et le jouet, c'est la relation à 3. Et là, la présence de la maman est extrêmement importante. Parce que si la maman ne joue pas avec l'enfant, si elle ne lui donne pas du temps, l'enfant n'apprend pas justement à cultiver ses capacités attentionnelles. La maman ou la figure... la personne qui s'occupe de cet enfant. Et puis, pour rester toujours dans la construction... Mais là encore, pardon, entre parenthèses, là encore, quand on dit l'enfant peut rester seul jouer, vous pouvez laisser l'enfant jouer seul. Est-ce que c'est... j'ai l'impression que c'est en contradiction avec ce que vous dites. Non, si l'enfant arrive, c'est-à-dire que si l'enfant a introjecté une bonne image, j'allais dire maternelle, et si c'est un enfant qui n'est pas anxieux et qu'il arrive à jouer tout seul, on peut le laisser jouer tout seul. Maintenant, si c'est un enfant qui pleure tout le temps, ça veut dire qu'il ne se sent pas en sécurité, donc on ne peut pas le laisser jouer tout seul. D'accord, mais en même temps, quand vous expliquez que voilà comment se construit la concentration, on a l'impression que c'est étroitement lié à la figure maternelle. C'est un poids sur les épaules des mamans. Ça l'est. C'est la réalité? C'est la réalité et je vais vous dire, on le voit. On le voit. Il y a des expériences qui ont été faites il y a plus de 50 ans déjà avec le psychiatre et psychanalyste Bowlby, qui a fait des expériences. En fait, ils ont mis des enfants dans une pouponnière, ils ont mis plusieurs psychologues derrière et ils ont observé ces enfants-là. Ils ont observé surtout le comportement et l'attitude de ces bébés
lors de la présence de la maman et lorsque la maman s'en va. Et lors de la présence du papa? Non, ça a été fait avec les mamans. et là, en fait, ils ont, je vous le fais simple, hein, ils ont mis 3 catégories de type d'attachement et donc d'enfants. Des enfants qui étaient très anxieux, mais ils arrivaient à se calmer au bout de quelques minutes. Donc, c'est des enfants qui avaient des mamans présentes, mais par moments, qui étaient un petit peu rejetantes. Donc, ces enfants-là étaient anxieux, mais ils arrivaient à s'en sortir. Et au niveau attentionnel, c'est des enfants qui arrivaient quand même à se concentrer tout en étant angoissés. Et puis, on avait une deuxième catégorie de bébés-enfants. Hein. C'était des enfants qui étaient extrêmement ambivalents et qui étaient, j'allais dire, rejetants. Alors, ces enfants-là, ils avaient des mamans très intrusives, c'est-à-dire des mamans qui sont beaucoup dans tu dois pas faire, trop présentes. Et surtout, c'est des mamans qui ne sont pas présentes au moment où l'enfant est en souffrance, c'est-à-dire quand l'enfant il a mal, quand l'enfant il pleure, la maman ne répond pas à la demande de l'enfant. Alors ces enfants-là, en fait, ils sont dans l'évitement. Donc ils vont, quand la maman va venir les chercher à l'école, ils vont les éviter, ils vont détourner leur regard et on a l'impression qu'ils sont absents. Et ces enfants-là, encore une fois, au niveau attentionnel, ils ont de grandes difficultés attentionnelles qui peuvent se maintenir jusqu'à l'âge adulte. D'accord. Et en troisième catégorie, on a ce qu'on appelle un type d'attachement qui est l'attachement désorganisé. Ce sont des enfants qui ont eu des parents maltraitants, des parents agressifs, des enfants qui ont été frappés, violentés. Alors, c'est des enfants, on va remarquer, ils sont complètement absents en classe. On a l'impression qu'ils sont épileptiques, ils ont la bouche entrouverte et ils sont complètement distraits. Donc, voilà, encore une fois, ces enfants-là ont des problèmes attentionnels, non pas parce qu'ils sont malades, mais parce que le lien d'attachement ne s'est pas suffisamment bien fait, j'allais dire. Mais ça met énormément de poids sur les épaules des mamans, peut-être beaucoup de culpabilité, peut-être beaucoup de reproches de la part des conjoints qui sont peut-être en train de regarder cette émission ensemble et de se dire finalement notre enfant, si aujourd'hui on le traite pour des problèmes de concentration, c'est à cause de toi, c'est toi qui n'as pas bien su t'y prendre. Est-ce qu'on peut arrondir les angles quand même? Alors d'abord, Yasmine, je te remercie de cette question parce que justement, aujourd'hui, l'intérêt de la présence d'un psychomotricien, d'une orthophoniste, c'est justement d'introduire le deuxième volet de qu'est-ce qui cause les troubles attentionnels. Là, on a parlé du côté psycho-affectif. Absolument. Et qui répond à la question d'où ça vient. Et on ne va pas le nier, la présence maternelle est importante, mais j'ai parlé de substitut maternel, c'est-à-dire que la maman peut faire ce rôle, mais le papa aussi peut le faire. Qu'est-ce qui empêcherait un papa de donner un biberon, de changer des couches ou de jouer avec son bébé? Et d'être attentionné, d'être dans l'échange. Et d'être beaucoup dans l'échange, surtout le malheureusement pour les troubles psycho-émotionnels, les mamans sont très souvent pointées du doigt, comme si en fait l'enfant était vraiment juste la spécialité de la maman, alors que les papas aussi devraient jouer un rôle important. C'est les deux, sauf que là, en fait, on a parlé du bébé, et en général, le bébé il est allaité au sein par la maman. Donc après, on va parler à partir de 2 ans, et là, je pense que... Absolument. Alors, on vient vers vous, Khaoula Slaoui, vous êtes orthophoniste. Pour vous, la porte d'entrée à ce problème de concentration, ça serait quoi ? Alors, autant qu'orthophoniste, ça m'arrive aussi souvent de recevoir des enfants qui présentent des retards de langage, des difficultés d'apprentissage. Là, je vais commencer d'abord par les retards de langage et qui sont plutôt dus à l'exposition aux écrans. D'accord ? Donc, l'enfant n'a pas eu l'occasion d'apprendre efficacement le langage. Quand je dis apprendre, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la première phase d'apprentissage, c'est l'attention. Donc, quand on met un enfant face à un écran ou une tablette dès un âge précoce, on le prive d'interaction avec ses ressemblants, avec la maman, avec la personne qui s'occupe de lui, pour favoriser un apprentissage efficace du langage. Absolument. Donc le fait de l'exposer à la télé, on va être dans un apprentissage plutôt écolalique. Donc il va voir la télé, il va voir plutôt un dessin animé. Il se peut qu'il va apprendre les mots, il va apprendre les couleurs à travers le dessin animé. Parce que c'est ce que les parents disent, oui, mais mon enfant il apprend les couleurs, il apprend les formes, les chiffres en anglais, mais ce n'est pas un apprentissage efficace qui va se faire dans l'interactivité et qui va
favoriser le développement normal du langage. C'est un apprentissage écolalique qui n'a rien de spontané. Donc, moi, je vois actuellement la porte d'entrée des troubles de concentration chez l'enfant de bas âge vers l'âge de 2 ans. En ce qui concerne son langage, c'est l'exposition. Mais les parents, justement, qui disent oui, mais il a appris, il sait dire des mots en anglais, il connaît les couleurs en français, il sait chanter. Oui, mais c'est un apprentissage quand même. C'est un apprentissage, mais qui n'est pas structuré. Un enfant de 2 ans doit apprendre à construire des phrases correctes, bien élaborées, à échanger avec les autres, à connaître... Donc pour vous, apprendre un mot, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Apprendre un mot, c'est pas suffisant pour communiquer. D'accord. Je vais pas passer toute la journée à dire rouge, red. C'est pas suffisant pour communiquer. Il faut apprendre des mots et savoir les utiliser sur le plan pragmatique. Donc construire un langage élaboré, communiquer efficacement avec l'autre. Donc ça porte d'entrée vers le problème de concentration. Oui, vers les problèmes du langage qui sont dus à l'exposition aux écrans. Et là c'est parce qu'on n'a pas donné à l'enfant une occasion pour se concentrer, pour être attentionné sur l'apprentissage du langage. D'accord. Donc ça, on va dire, c'est du point de vue de l'orthophoniste, comment les écrans peuvent venir perturber la concentration de l'enfant. C'est bien ça, Rita, vous voulez rajouter? Je vais juste rajouter un tout petit point. En fait, l'enfant apprend tout en étant passif. L'apprentissage à travers l'échange permet d'entretenir une relation avec le parent, mais il apprend aussi à l'enfant à construire quelque chose. Or, un enfant qui a moins de l'âge de 3 ans, qu'on place pendant des heures devant des tablettes ou un écran, c'est un enfant qui apprend, j'allais dire, bêtement. Donc, il n'apprend pas à être actif dans sa façon de faire et on le voit plus tard à l'école. Alors, on a vu la psychologue, l'orthophoniste, le psychomotricien, justement. Donc, nous, en fait, ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut que l'enfant soit mis dans une sorte de cocon d'éveil sensoriel et d'éveil psychomoteur. Dès lors que notre enfant n'est pas mis dans ce cocon-là, on va avoir tout plein de problèmes qui vont venir après. Parce que comme on le sait, tout ce que les enfants apprennent, ils l'apprennent à travers les stimulations qu'ils peuvent avoir par rapport au fait de jouer, par rapport au fait de socialiser avec ses pairs, par rapport au fait à partir à l'école, à rencontrer, à être dans la relation avec ses parents, avec la famille, etc. Donc dès lors qu'il y a, on va dire, une petite fissure dans ce cocon-là, c'est la porte d'entrée justement de tous les problèmes attentionnels qui peuvent subvenir. Forcément, ce n'est pas une règle générale, mais bien des fois, ça peut venir de là. Donc nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est justement, ce que je pourrais donner comme conseil aux parents, c'est que créer des situations stimulantes pour les enfants. Alors avant d'arriver au conseil, on voit peut-être ce qui pose problème, ce qui peut, de par votre spécialité, poser problème. Qu'est-ce qui, dans notre fonctionnement, par exemple au quotidien avec nos enfants, peut être une porte d'entrée vers le problème de concentration? Alors, comme ce que je viens de dire, c'est le manque de stimulation. Comme ce qui a été dit par Madame Slaoui, c'est le multimédia qui maintenant devient très, très important et très représentatif par rapport à beaucoup de parents. Beaucoup de parents, on le voit aujourd'hui, quand ils ont des problèmes avec leurs enfants, quand ils pleurent, etc., on leur donne tout de suite le téléphone, la tablette, on les met tout de suite devant la télé. Le fait de ne pas bouger. Voilà, le fait de ne pas bouger. Les enfants ont besoin de bouger. Les enfants, ils ont besoin d'expérimenter, on va dire, réellement, d'exploiter tout leur potentiel, parce qu'ils ont un potentiel dont ils ne sont pas tellement vraiment conscients. Donc ils ont besoin réellement de pouvoir l'exploiter, et pour pouvoir l'exploiter, ils ont besoin d'expérience, ils ont besoin de situations qui peuvent peut-être être compliquées pour eux et qui va justement les aider réellement à le développer. C'est une maladie, le problème de concentration? Est-ce que ça peut être une pathologie? Pathologie, oui. Ça peut être une pathologie. Par contre, on attend, en fait, par rapport à l'âge, l'âge est important pour nous. Alors, parce que quand on parle entre 1 et 7 ans, ou voire moins, on va dire entre 1 et 5 ans, on peut pas parler de troubles d'attention, parce que les enfants, justement, sont dans cet apprentissage. Ils ont besoin, justement, d'avoir une sorte, on va dire, des fois, on dit qu'ils bougent trop à cet âge. Oui. Ils ont besoin d'être comme ça. Ils ont besoin d'expérimenter, de savoir, de comprendre. Mais c'est, on va dire, à l'entrée au CP, dès l'âge scolaire, on va dire, c'est là où ça devient important pour nous de faire attention. S'il y a justement cette incapacité que l'enfant a de rester, par exemple, sur un quart d'heure, on va dire, en situation statique, en essayant justement de développer cette attention par rapport au cours, par rapport à ce qui se dit, là, par contre, on peut parler justement de troubles. Mais avant, il serait prudent justement de se contenir, d'attendre, de voir l'évolution des choses. Et peut-être, si jamais on voit que la motricité est peut-être
très développé à cet âge-là, qui a relativement une motricité importante. Là, s'il y a trop de mouvements, on peut essayer de faire en sorte de canaliser cette force-là. Parce que ce qui se passe, c'est que si l'enfant apprend à canaliser, on va dire, ses compétences motrices et toute l'envie motrice qu'il a derrière, avant 6 ans. Avant 6 ans, il peut avoir cette capacité justement après à continuer à se contenir par les années qui viennent parce qu'il aura, on va dire, incrusté cette idée-là dans son système de fonctionnement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire si on constate que notre enfant bouge trop, on l'emmène chez le psychomotricien? Alors, pas automatiquement, mais ce qui est important, c'est de voir, on va dire, le trop. C'est une ligne qui est assez floue. C'est vrai, ouais. Par rapport aux âges, entre 1 et 5 ans, c'est très flou de dire qu'un enfant bouge beaucoup, un enfant ne bouge pas beaucoup. Donc, ce qu'on va essayer de faire, par contre, c'est justement, comme je vous ai dit, stimuler. Si on voit que, même par rapport aux stimulations, il n'arrive toujours pas à garder justement les informations qu'il reçoit, etc. Donc là, par contre, on pourrait justement voir, on va dire juste par prévention, un spécialiste. Alors, on va revenir à cette stimulation. On va revenir aussi à ce qui se passe en classe, mais juste après une courte pause. Restez avec nous sur Média TV. Nous revenons. À tout de suite. Allez, de retour sur le plateau d'On se dit tout pour continuer cette discussion. Mon enfant a un problème de concentration. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'on ne lâche pas cette phrase à tout va, justement, sans véritablement connaître la réelle problématique de la concentration, sans vraiment comprendre ce que c'est que la concentration? En tout cas, un tour de table complet pour vous expliquer ce qu'est la concentration. Rita Alami, Khawla Boujenfia et Mamoun Bqali. Merci beaucoup à tous d'être là pour les téléspectateurs. Donc, expliquer le principe de la concentration et comment ça démarre, on l'a fait. Expliquer ce qui peut venir perturber cette concentration, on l'a fait aussi un peu. Maintenant, arriver à l'école. C'est là vraiment où se pose le problème et où, on va dire, la sentence tombe sur la tête des parents et sur la tête de cet enfant. Votre enfant ne tient pas sur place, votre enfant ne se concentre pas. Justement, est-ce que, je vais faire court, oui, bougeotte et concentration, ça va ensemble, forcément, ou bien un enfant peut être parfaitement assis devant sa feuille et avoir un problème de concentration, Rita? Un enfant peut être tout à fait calme et avoir de grandes difficultés attentionnelles. Parce que les problèmes de concentration, si vous voulez, ça peut être plusieurs causes. On en a à peine, voilà. Mais il faut comprendre qu'un enfant en dépression, c'est un enfant qui a de gros problèmes de concentration. Un enfant anxieux, c'est la même chose. Un enfant qui vit dans une maison où il y a des problèmes, c'est un enfant, il a une préoccupation qui est externe, donc il n'arrive pas à se centrer sur ce qui paraît être l'essentiel, autrement dit l'école. Un enfant qui est sous traitement, vous avez certains médicaments, notamment les antihistaminiques, les médicaments pour la grippe et pour les plus âgés, les anxiolytiques, tout ça, ça donne de gros problèmes attentionnels. Ouais. Les enfants qui sont démotivés aussi. Ces enfants-là, ils ont une faible estime de soi. C'est des enfants qui ont des distorsions cognitives. Ils vont vous dire « je suis nul, je n'ai pas confiance en moi, je suis bête ». Ça, c'est des enfants qui vont effectivement avoir des difficultés attentionnelles. Okay. Donc c'est beaucoup de choses. Et je pense que la chose la plus importante, quand vous avez une maîtresse qui vient vous dire « votre enfant a des problèmes de concentration », l'essence, c'est d'aller savoir pourquoi. Parce que traiter un enfant, finalement, c'est pas compliqué, c'est facile même. Là où il y a difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un trouble d'apprentissage? Et dans ce cas-là, il faut voir l'orthophoniste et le psychomotricien et faire des bilans. Est-ce que c'est un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire les enfants qui ont la bougeotte? Et malheureusement, quand on parle d'hyperactivité, on parle d'un gros déficit attentionnel. Est-ce que c'est un problème purement psycho-affectif? Et donc, dans ce cas-là, il faut une thérapie qui peut-être passera uniquement par les parents. Enfin, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir mettre un plan de travail avec cet enfant et l'aider. Mais justement, en classe, un problème de concentration, qu'est-ce que c'est? C'est un enfant qui perd le fil? C'est un enfant qui ne recopie pas bien? C'est quoi? Comment ça se traduit? Et comment ça devrait se traduire? Alors, principalement, comment ça se traduit? Ça se traduit par soit un enfant qui bouge trop,
et qui finit par fatiguer sa maîtresse et même les camarades de classe, ça se traduit par un enfant aussi qui paraît s'ennuyer, notamment les enfants surdoués. Et d'ailleurs, souvent, les profs ne comprennent pas. Ils vous disent, oui, mais il est super intelligent, il a de très mauvaises notes. Et il ne se concentre pas. Ça paraît compliqué à comprendre. Les enfants aussi qui ont des problèmes d'écriture, de latéralité, d'où l'intérêt de faire un bilan psychomoteur. Les enfants qui ont des enfants... De latéralité, c'est-à-dire Allez-y. Exactement. Alors, un problème de latéralité, ça, on va dire, au niveau scolaire, ça va se voir forcément à travers l'écriture, ça va se voir à travers, on va dire, aussi par rapport à la copie, quand il va recopier un texte, etc. Il aura du mal justement à avoir cette capacité à retranscrire ce qu'il voit. Parce que l'information qu'il reçoit, bien des fois, il n'arrive pas justement à profiter de tout ce qu'elle a comme sens. C'est-à-dire qu'il va... C'est-à-dire, il a une phrase, il a la date, par exemple. D'accord, il a la date. Il peut avoir un problème de structuration spatiale, c'est-à-dire qu'il va avoir la date sur le tableau, et quand il va être devant sa copie, à essayer de réécrire, il va être face à un mystère qui est son cahier. Donc il ne va pas savoir réellement comment justement écrire là ou écrire comment il faut faire, etc. Donc il va avoir tellement du mal. Et c'est dû à quoi, ça ? Alors, ça peut être d'origine neurologique, ça peut être d'origine développementale, ça dépend. Ça peut avoir plusieurs étiologies. Par contre, ce qu'on sait, c'est que généralement, quand on a ce genre de problème-là, on essaie de voir on va dire, le côté physiologique. Est-ce qu'au niveau de ses yeux, est-ce qu'il n'a pas de problème? Est-ce qu'il voit bien? Est-ce qu'il ne lui faut pas, par exemple, des lunettes à prisme? Est-ce qu'il ne faut pas faire un bilan complet, justement, dans ce sens-là, pour voir s'il n'y a pas on va dire, de dégénérescence qui vient peut-être qu'il n'a pas encore été vu, et qu'on va voir à travers justement un trouble qui est différent, et on peut retrouver une comorbidité, et ça nous donne justement un tableau riche. Comorbidité de quoi? Alors, ça peut nous donner un problème attentionnel avec justement des problèmes visuels. Donc ça nous donne justement un tableau assez chargé pour lui, et on ne s'en rend pas forcément compte, mais lui, il est dans la difficulté. Il n'arrive pas forcément à nous exprimer ce qu'il a, parce que pour lui, il ne sait pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, il est dans la souffrance. Donc du coup, c'est de là où l'intérêt chez nous de justement... Des cas comme ça, vous en voyez beaucoup? Malheureusement, oui. Oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'on a l'impression que, on va dire, c'est lourd pour ces enfants-là, et on s'en rend pas compte, parce que quand on pose l'étiquette « tu ne te concentres pas », on ne sait pas ce qui se cache derrière, en fait. Vous avez entièrement raison, et beaucoup d'enfants souffrent. Parce que c'est lourd à porter, et souvent il y a les parents derrière pour rajouter un peu de culpabilité, c'est tu ne veux pas travailler. Or la question est de savoir, est-ce que l'enfant ne veut pas travailler ou est-ce qu'il ne peut pas travailler? Mais comment lui faire dire ce qu'il en est véritablement? Alors un enfant avant l'âge de 12 ans ne peut pas dire. C'est le rôle des thérapeutes. C'est-à-dire qu'il y a la première des choses qu'il faut éliminer, c'est qu'il faut être sûr que l'enfant n'a pas un trouble d'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, qu'il n'a pas un trouble déficitaire de l'attention. Il faut aussi voir s'il n'a pas de dépression. Et ça, c'est très important. On insiste beaucoup sur ça. Et à partir de là, si on est sûr que l'enfant n'a aucun trouble et qu'au niveau psychologique, il n'a rien, là, on peut par exemple aller parler de motivation, parler de choses, on va dire, plus light. Mais il faut déjà être sûr que l'enfant n'a rien, qu'il n'est pas épileptique. On a des enfants qui font des crises à petit mal, donc ils sont devant vous et ils s'en vont, ils reviennent. On a juste l'impression qu'ils sont distraits. Et d'ailleurs, pour finir la réponse à la question de tout à l'heure, comment ça se manifeste, c'est aussi qu'on va le voir avec les problèmes de mémorisation. C'est-à-dire, on va dire l'enfant, il oublie. Pourquoi? Parce qu'il ne se concentre pas. Encore une fois, le problème de la mémoire peut être autre, il peut être différent. Absolument. Mais dans ce cas-là, la prise en charge, enfin, dans ce cas-là, il y a plusieurs prises en charge. Il n'y a pas une seule prise en charge. Alors, je vais vous dire tout simplement comment ça se passe. Quand on reçoit un enfant qui a des difficultés de concentration, et on en voit plusieurs par jour, c'est-à-dire que c'est du quotidien. D'accord. La première des choses qu'on fait, c'est de faire passer un bilan neuropsychologique, un test de quotient intellectuel, et avec des tests de concentration, de mémoire, pour voir si l'enfant n'a pas un retard et s'il n'a pas une défaillance dans une des fonctions cognitives. Ensuite, on va demander, si on remarque que l'enfant a des difficultés au niveau du langage écrit-oral, on va demander un bilan orthophonique pour voir s'il n'y a pas de dyslexie. Ça, c'est vers quel âge? À partir de CP. CP, 6 ans. 6 ans. Et on va aussi demander un bilan psychomoteur pour éliminer tous les troubles dyspraxiques. Et avec ces 3 bilans, sachant que bien sûr que l'enfant a déjà vu son pédiatre avant tout ça, on va pouvoir orienter la prise en charge de l'enfant. Mais d'accord, donc
orienter la prise en charge, elle va se faire selon la cause, selon le diagnostic, bien sûr. Mais si on devait, par exemple, apporter des solutions aux parents, les orienter, comment stimuler la concentration de l'enfant, ce serait presque leur mentir si le problème est... Et si le problème est profond, ça serait presque mentir aux téléspectateurs en leur disant « oui, vous pouvez faire ci, faire ça à la maison ». C'est pas sérieux? C'est d'où l'intérêt d'une évaluation orthophonique, psychologique et psychomotrice pour s'assurer des origines du trouble de la concentration. Parce que quand on parle de simuler la concentration chez l'enfant, oui, on veut bien. Mais quand il y a des difficultés plus profondes, plus sérieuses, c'est au thérapeute d'agir. C'est des séances d'accompagnement, c'est des thérapies qui vont aider l'enfant à surmonter ces difficultés. D'accord. On peut également proposer aux parents des aménagements à instaurer à la maison et à l'école pour faciliter les processus attentionnels et les processus de concentration aussi bien en classe qu'à la maison. D'accord. Donc ça, c'est des choses que vous proposez aux parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. Tout à fait. C'est bien ça? Oui, et aussi à l'école et aux enseignants. C'est-à-dire qu'on va remettre un compte rendu du bilan effectué à l'enseignant et au directeur pédagogique. Et souvent, on va demander à voir les enseignants pour expliquer le cas de l'enfant et dire voilà comment on peut l'aider. Et honnêtement, les enseignants le font. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on va dire qu'on n'a pas de difficulté. Oui. Ce qui se passe, c'est que les parents, à chaque fois qu'ils viennent chez nous, on le voit, ils viennent avec cette anxiété de savoir quoi faire. Maintenant, je sais qu'il a ce problème attentionnel, qu'est-ce que je dois faire? Et bien des fois, comme a dit Madame Slaoui, ils ne peuvent pas, justement, dépendamment de l'étiologie, ils ne peuvent pas nous aider dans un premier temps. Ils ont besoin justement de nous laisser faire en tant que thérapeute. On va rentrer dans la prise en charge, ça peut prendre un peu de temps, mais à un moment, on aura forcément besoin d'eux parce que les aménagements qu'on va mettre en place, ce n'est pas des aménagements qu'on va mettre en place justement juste pour aider, mais c'est aussi pour responsabiliser aussi les parents et les enfants. Donc on a besoin que ces enfants deviennent autonomes, forcément, mais ils ont besoin d'aide. Donc dès lors qu'ils ont besoin encore de cette aide, les parents sont d'un grand rôle, les professeurs aussi. Donc il faut juste que l'échange soit là, qu'il soit présent avec les parents, avec le corps professoral, avec la direction pour que justement cet enfant, on va dire, qu'il continue justement à se développer sans pour autant souffrir de tous les ralentissements qui vont venir à cause du fait qu'il a ce problème, on va dire, attentionnel. Est-ce qu'il y a parfois justement cette étiquette qui est posée sur l'enfant, on va dire, parce qu'on n'a pas su l'évaluer en tant qu'adulte, encadrant, soit parent, soit enseignant. Cet enfant manque de concentration alors que les bilans démontrent qu'il n'a rien du tout. C'est sa spécificité, on va dire. Ça arrive? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Et je vous dirais, ça arrive plus chez les surdoués. D'accord. Oui. C'est un sujet que nous traiterons. Oui, c'est un fonctionnement atypique. En fait, c'est des jeunes qui ont un fonctionnement en arborescence. On va imaginer que leur cerveau ressemble à un sapin et que ça va vraiment dans tous les sens. Donc, quand on leur dit un mot, quand ils écoutent un cours, le mot, il va vraiment dans tous les sens. Ils sont extrêmement dissipés, tout en étant intelligents, tout en ayant un bilan neuropsychologique où il est bien noté que voilà, le QI... il est bien au-dessus de la moyenne et que tout va bien. Ça me rappelle en fait aussi cette histoire d'enfants en fait, qui sont juste enfants et qui ne sont pas hyperactifs et sur lesquels on met l'étiquette d'enfant hyperactif sans véritablement savoir ce que c'est. Donc ça va être la même chose pour la concentration? Bien sûr. Est-ce qu'on n'en attend pas trop de ces enfants CP, CE1, ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans? Est-ce qu'on n'attend pas de la perfection dès le début de chaque année? Oui, tout à fait. Malheureusement, je dirais, on a de plus en plus de parents anxieux et donc d'enfants qui sont justement tellement anxieux qu'ils n'arrivent plus à se concentrer. Ce qu'il faut que les parents comprennent, c'est qu'un enfant qui est au CP, il ne fait que démarrer sa vie scolaire, il ne fait que démarrer l'apprentissage de la concentration. Et tant qu'il est motivé, tant qu'il est dans le plaisir, il va développer cette capacité-là. Par contre, si l'enfant commence à partir à l'école en ayant de la peur, de la frustration, de l'échec, il a beau avoir des capacités attentionnelles, elles vont se fragiliser et petit à petit se déperdir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir décrypté cette situation pour les parents. On espère qu'on a apporté un peu de sérénité dans les foyers et un peu d'orientation. Donc voilà, si vous venez de nous rejoindre, c'était un sujet entier consacré à la concentration avec Madame Khaoula Boujen Faye Slaoui, orthophoniste, Rita Alami, psychologue clinicienne et Mamoun Bakali Hassani, psychomotricien. Merci à tous. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour l'interview santé. À tout de suite.
Et tout de suite, place à notre interview santé. Justement, la santé des pieds, on en parle aujourd'hui avec Mouna Ben Mokhtar, podologue. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame Ben Mokhtar. Merci Yasmine, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de vous avoir. Mais justement, qu'est-ce qu'un podologue, Madame Ben Mokhtar? Alors, le podologue est le professionnel de santé de référence pour l'entretien des pieds, la prévention et le traitement des pathologies du pied. C'est un médecin du pied? Non, c'est un paramédical. D'accord. Et donc, quand on dit paramédical, ce n'est pas un médecin, on va dire ce n'est pas de l'esthétique. Non plus. C'est du médical. C'est du médical, au même titre que la kinésithérapie ou les soins infirmiers. D'accord. Mais à quel moment doit-on consulter un podologue? C'est une spécialité qui reste relativement rare quand même au Maroc notamment. Alors, au Maroc, nous sommes à peu près une vingtaine de podologues. Ce qui est très très peu. Très peu, en effet. Nous n'avons pas encore d'institut de formation en podologie. Nous pensons y remédier parce que c'est une profession qui est vraiment actuellement très demandée. D'accord. Les gens s'intéressent de plus en plus à leur posture, à leurs problèmes de démarche, à leurs problèmes de dos qui souvent viennent d'une mauvaise position du pied. D'accord. Donc les gens consultent de plus en plus par rapport à tout ça. Donc en fait, consulter un podologue, c'est pas juste parce qu'on a un problème localisé au niveau du pied. Ça va plus loin que ça. Voilà, pas forcément. Donc en effet, tout ce qui est appareil locomoteur peut provenir, pas toujours bien sûr, mais peut provenir d'une mauvaise position du pied, d'une mauvaise démarche. Ok. Un problème d'arthrose de genou peut être soulagé aussi par une modification de l'appui plantaire. Ok, mais par exemple, quand on a, on va dire, des choses courantes, comme une mycose du pied, en général, on va voir un dermato. Alors, et vous dites qu'il faudrait plutôt aller voir un podologue? On peut voir un dermatologue comme un podologue. Nous avons les compétences pour traiter les mycoses, les cors, les durillons qui sont dus à des pressions et des frottements qui peuvent devenir douloureux, voire s'infecter s'ils sont mal soignés. Nous soignons aussi bien les ongles incarnés, les verrues plantaires. Nous traitons aussi les problèmes de transpiration, de mycose d'ongles et de peau. Ok. Mais est-ce que vous trouvez que nous maltraitons nos pieds, Madame Mouna Ben Mokhtar? Le pied est le mal-aimé de la santé. C'est vrai, maltraité quand même. Voilà, les gens n'ont pas le réflexe de consulter pour une douleur au niveau des pieds. On banalise en général? Oui, les gens laissent de côté, changent de chaussures, vont porter des sandales, vont porter des tongs, en se disant j'ai mal aux pieds dans mes chaussures, j'arrête de porter mes chaussures. Alors que le problème peut être un peu plus, on va dire, plus profond? Le problème peut être surtout résolu. C'est parce que les gens ne connaissent pas, d'une part, la podologie et n'osent pas montrer leurs pieds. D'accord. Alors, si on devait parler de l'importance de la santé du pied, prendre soin de son pied, qu'est-ce qu'on a à y gagner? On a à y gagner au niveau de la posture, au niveau de la démarche. En effet, quand on a mal aux pieds, on va prendre des positions de compensation qui peuvent entraîner des douleurs secondaires au niveau des chevilles, des genoux, du bassin et même au niveau du dos. C'est une douleur qui est réelle, ressentie? Alors ça peut être des douleurs simplement dues à un durillon. Oui. Donc la personne ne va plus appuyer à cet endroit-là, mais va décharger et marcher de façon à décharger la douleur, donc créer des compensations qui se répercutent sur tout l'ensemble du corps. Le pied n'a plus sa fonction d'équilibre et le corps n'est plus soutenu comme il devrait l'être. Et donc ça crée d'autres tensions, d'autres pressions ailleurs? Ça modifie totalement la posture et ça peut créer des problèmes jusqu'au niveau aussi bien des genoux, du dos et du bassin. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les différents maux des pieds? Alors, les différents maux des pieds. En effet, nous avons donc les durillons, les cors, les verrues, les ongles incarnés. Et après, nous avons aussi, l'allus valgus, qui est un motif de consultation assez fréquent chez la femme surtout. C'est dû aux chaussures trop pointues? Alors, il est favorisé par les chaussures.
port de mauvaises chaussures, de chaussures C'est vrai que là, on voit des pointues. pieds d'hommes, mais vous vous dites que l'allus valgus, ça arrive surtout... surtout chez la femme, surtout à cause du talon haut. C'est favorisé aussi par le pied valgus, le pied plat qui tourne en dedans. Ça se traite? Alors, ça se traite chirurgicalement. Non, ouais. Voilà. Donc, dans ces cas-là, on oriente vers des chirurgiens orthopédistes. Sinon, ça se traite, ça peut être soulagé par des orthèses, mais ça ne va pas corriger la déformation. On maintient le pied aussi par des semelles orthopédiques afin qu'il évite de continuer à s'effondrer et que la déformation évolue. Donc ça c'est pour l'allus valgus. Par exemple, tout ce qui est durillon, corps, ça se traite définitivement? Alors, ça ne se traite pas définitivement, ça se traite au coup par coup. Ça se soulage? Ça se soulage. Nous l'enlevons de façon... Nous travaillons en cutané. Hein. Après, il faut essayer d'étudier pourquoi ce durillon, pourquoi ce corps. C'est là que le rôle de conseil intervient. Souvent, c'est une mauvaise chaussure. Au niveau mauvaise plantaire. Chaussure pour vous, ça veut dire quoi? Chaussure non adaptée. C'est pas mauvaise chaussure, c'est chaussure non adaptée. Voilà, non adaptée au pied, à la forme de la personne. Une chaussure inconfortable pour la personne. Au niveau des durillons plantaires, là, il s'agit plutôt, ils sont dus à de mauvaises pressions au niveau du pied, une mauvaise répartition des pressions. Donc là, on peut rééquilibrer par des orthèses plantaires, par des semelles, pour mieux répartir les charges. Mais quand vous, par exemple, en tant que podologue, vous dites mauvaise chaussure, ça ne veut pas dire chaussure de mauvaise qualité? Non, chaussure inadaptée au pied de la personne. Mais comment on choisit sa chaussure, justement? Malheureusement, on choisit souvent sa chaussure par coup de cœur. C'est vrai. À la va-vite. Elles sont jolies, celles-là, mais elles sont magnifiques. Est-ce qu'elles sont bien pour le pied ou... Elles sont magnifiques. Mais voilà, on choisit ses chaussures en fonction de la mode, en fonction de l'esthétique. Et malheureusement, on oublie souvent de penser à son confort et à la forme de son pied. D'accord. Mais alors, comment on fait? Nous ne sommes pas des spécialistes. Quels conseils vous donnez à vos patients, aux personnes qui viennent vous voir? Comment reconnaître à quel pied la bonne chaussure? Alors, déjà, il ne faut pas interdire, bien sûr, le talon haut, mais il faudrait le réserver à des moments exceptionnels. Quand on sait que la répartition du poids du corps se fait 50% au niveau du talon et 50% au niveau de l'avant-pied, quand vous portez un talon de 2,5 cm ou 3 cm, ce pourcentage augmente sur l'avant-pied. D'accord. Il va favoriser les déformations au niveau des orteils. Il va créer des métatarsalgies, des durillons sous l'avant-pied. Avec au-dessus de 3 cm, on arrive à des aggravations et des déformations de l'avant-pied. Un petit talon de 2,5, 3, ça fait tout ça? À partir de 3 cm. D'accord. Jusqu'à 2,5 cm, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ensuite, il faut être confortable. Il ne faut pas que la chaussure serre au niveau de l'avant-pied, que les orteils se retrouvent coincés en griffe. Il ne faut pas sentir de pression au niveau des ongles. Donc vous, par exemple, quand vous voyez les tendances chaussures de l'année, quand la tendance est au talon aiguille et au bout pointu, vous vous dites je vais avoir plus de consultations cette année? C'est ça? Non, je souhaite que les gens puissent les porter. Tant que les gens n'ont pas de soucis, qu'ils peuvent les porter de façon exceptionnelle. Exceptionnelle quand même. Voilà. Mais au quotidien, dans sa vie de tous les jours, essayer de porter des chaussures plus adaptées pour pas trop modifier la posture. Le port de talons hauts entraîne des douleurs au niveau des jambes, au niveau du dos aussi, pas simplement au niveau du pied. Ok. Mais alors, à vous entendre, on pourrait penser que les femmes ont plus de problèmes de pied que les hommes. En effet. C'est vrai? Oui. D'accord. À cause de ce pourcentage de talons hauts. De talons hauts. Voilà. Donc, en fait, l'idéal, c'est moins de 3 cm pour avoir un pied en bonne santé. Jusqu'à 3 cm. Jusqu'à 3 cm. Jusqu'à 3 cm et une chaussure dans laquelle le pied n'est pas comprimé. Mais la basket plate, non? La basket plate n'est pas parfaite non plus. Ça Il aussi, faut un minimum
de dénivelé entre l'avant et l'arrière d'1,5 cm, 2 cm, c'est parfait. Okay. Là, on a une bonne répartition des charges entre l'avant et l'arrière-pied. Alors, est-ce qu'il serait important quand même ou intéressant d'avoir une journée de dépistage santé du pied? Dans d'autres pays, ces journées existent. Alors, et ça permet de prévenir peut-être certaines pathologies. Alors, en effet, en France, cette journée de dépistage existe depuis une quinzaine d'années. On a remarqué que depuis, par exemple, 2012, on a une grosse évolution. En 2012, il y avait 30% des gens qui consultaient un podologue. Actuellement, on est à 50% en France de personnes qui consultent un podologue grâce à cette journée d'information. C'est quoi? C'est un gain sur la qualité de santé de la personne? Oui. C'est un gain parce que ce sont des conseils. Cette journée de dépistage ça favorise le dépistage de certaines pathologies, mais énormément de distribution de conseils. D'accord. Donc cette année, pour le 15e anniversaire, ils ont favorisé bien sûr l'étude du pied, mais aussi l'étude de la chaussure et expliquer aux gens quelles étaient, par rapport aux chaussures qu'ils apportaient, quelles étaient les chaussures qui étaient correctes par rapport à leur forme de pied et quelles chaussures ne l'étaient pas. Et ça, c'est ce qu'on vient de donner comme information aux téléspectateurs. Mais justement, l'intérêt de dépistage, c'est dépister des malformations qui peuvent se transformer en pathologie ou des pathologies carrément du pied. Alors, des pathologies que les gens ne connaissent pas, vivent avec et ne savent pas qu'elles peuvent être soit améliorées, résolues. Par exemple par exemple, des ongles qui s'incarnent ou qui sont trop courbés. Voilà, régulièrement. Peuvent être corrigés par un système d'orthonixie. C'est un petit appareil qu'on adapte sur l'ongle comme un appareil dentaire. Ok. Exactement, un appareil d'orthodontie qu'on va coller sur l'ongle et qui va modifier la courbure de l'ongle. Ok. Et qui va faire que ça ne va plus rentrer dans la peau, plus s'incarner dans la peau. Voilà. Après, vous avez tous ces problèmes de griffes d'orteil, de frottement au niveau des articulations des orteils, qui peuvent être soulagés aussi par des orthoplasties, qui sont des petits moulages en silicone qu'on fabrique sur mesure sur le patient et qui vont protéger l'orteil de la chaussure. Ça se vend aussi en parapharmacie? Alors, ça se vend, mais alors à ce moment-là, c'est plutôt industriel. Oui, c'est pas du sur-mesure. C'est pas du sur-mesure. En tout cas, ça fait du bien de savoir que cette spécialité existe. Vous l'avez dit, vous êtes une vingtaine au Maroc, pas plus. Il faudrait peut-être orienter justement les jeunes qui ne savent pas trop quoi faire vers ces spécialités manquantes. Mouna Ben Mkhtar, on peut retrouver vos conseils à nouveau sur notre site mediantv.com. On aura l'occasion de vous retrouver prochainement à nouveau sur ce même plateau. Merci beaucoup, vous êtes podologue. Au revoir et à bientôt. Merci Yasmine. Un grand merci à vous pour votre fidélité, à toute l'équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission à Rabat et à Tanger. À très bientôt, au revoir.